Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence sur le business plan, un outil et une méthode pour convaincre les financeurs. Je suis Stéphane Girard, conseiller en création et reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie Pérou, et je vais vous présenter les intervenantes de cette conférence. Tout d'abord, Romain Lotou, chargé d'affaires au BIC et de Montpellier Méditerranée Métropole. Ensuite, Jacques Delour, directeur à la direction des marchés des professionnels de la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon du Languedoc. Et enfin, un autre témoin, Thibaut Barthès, fondateur et gérant de l'entreprise MySport Market. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole, peut-être Romain pour commencer. Oui, alors bonjour à tous. Alors ce matin, moi je suis Romain Lotou, je suis chargé d'affaires en accompagnement d'entreprises innovantes au BIC de Montpellier. Et ce matin, on va parler ensemble du business plan, ce à quoi il sert, ce qu'il doit contenir, et un petit peu démystifier la difficulté de le réaliser. Et pour pondérer mon propos qui va être un petit peu axé sur l'entreprise innovante, j'ai à ma gauche donc Jacques Delour, qui donnera sa vision du banquier, et à ma droite, un témoin créateur d'entreprise innovante qui est accompagné par le BIC, Thibaut Barthès. Alors, si on peut démarrer. Donc, si vous permettez, je vais commencer par représenter la structure de BIC de Montpellier. Donc, ça fait 33 ans qu'on développe des méthodes et savoir-faire pour accompagner les entreprises innovantes. Et on a, dans tout ce temps-là, accompagné plus de 792 entreprises qui ont abouti à plus de 5500 emplois directs, pérennes, créés sur le territoire de la métropole. Alors, il y a un indicateur assez important qu'on suit pour voir la qualité des structures d'accompagnement, c'est le taux de pérennité des entreprises. Et en l'occurrence, au BIC de Montpellier, on affiche à décembre 2019, lors de la dernière étude, 92% de taux de pérennité à 3 ans et 80% à 5 ans, en comparaison des taux nationaux que vous avez affichés à l'écran. L'accompagnement d'entreprise, l'accompagnement à la croissance des entreprises, c'est notre première activité, mais on a aussi d'autres activités, dont celle d'accueillir les entreprises internationales qui veulent s'implanter sur le territoire de la métropole. Et pour ça, on a un dispositif qui s'appelle le soft landing, qui fait également donc partie de nos activités. Et tout ça toutes ces activités-là ont été récompensées par différents prix. Deuxième incubateur mondial du classement UBI Global en 2018, dans la catégorie des incubateurs ayant des relations avec les universités. Et en 2020, dans le top 5 des incubateurs publics du même classement. Alors, on est une équipe de 20 personnes pour accompagner, qui travaillent au BIC de Montpellier. Donc, en accompagnement, on est 7 chargés d'affaires avec des profils assez différents. On vient soit de cabinets de conseil, d'autres structures d'accompagnement généralistes ou spécialisées, ou encore de l'entrepreneuriat. Et au-delà de l'accompagnement, on gère également de l'hébergement pour les entreprises qu'on accompagne à travers 3 sites trois sites. Cap Alpha, qui est situé à Clapier, qui est le site historique, où sont hébergées plutôt des entreprises des sciences de l'ingénieur, des clean tech, des biotech, puisque en plus des bureaux, on loue là-bas des laboratoires et des ateliers. Cap Omega, au millénaire, c'est vraiment pour les entreprises du tertiaire, c'est la deuxième pépinière, et le MIBI, qui est sur le même parvis, on va dire, qui est dédié aux entreprises étrangères qui veulent s'implanter sur le territoire. Donc, je vais laisser la parole à Jacques, s'il veut bien nous parler. Donc, en règle générale, dans les banques, les entreprises innovantes sont accompagnées par une équipe à part, parce que comme c'est un marché qui est un peu différent. Donc, chez nous, à la Caisse d'épargne, ça s'appelle Néo Business. Donc, ces équipes qui sont dédiées qu'au financement des entreprises innovantes. Donc, on a mis quelques conseils utiles, mais tout ça, ça va être présenté dans toute la présentation. C'est-à-dire que en banque, on parle exactement le même langage que ce que vous allez entendre là au niveau du BIC. Voilà. Donc, bonjour à tous, je suis Thibaut, fondateur de MySport Market.
Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour vous présenter, mais juste avoir un peu conscience de ce qu'on fait. Très rapidement, on est une plateforme en fait qui aide les magasins de sport à se digitaliser et à lutter contre le gaspillage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 20% des produits d'un magasin qui sont gaspillés. Et malheureusement, bien souvent, les solutions qui étaient privilégiées étaient de jeter ou brûler les produits. Donc nous, on est là pour les aider et ne plus gaspiller et stopper ce gaspillage qui est très très important. Donc comment on fait ça? On a mis une solution complémentaire et clé en main, c'est-à-dire que notre solution permet au magasin de vendre en ligne sans avoir à gérer un site internet. Et de côté de l'acheteur final, on lui apporte une solution éco-responsable. Il peut offrir une deuxième vie au produit, il peut soutenir le magasin de France des sports français, donc acheter local et aussi bien sûr faire des économies. Bien, alors sur ce qu'on va voir là de cette conférence, un petit sommaire assez rapide. Ce qu'est un business plan, est-ce que ce n'est pas également quel est l'objectif? Alors quand on rédige un document, il faut savoir quel va être le lecteur pour pouvoir l'adapter. On va passer en revue un petit peu tout ce que ça doit contenir, et on finira par quelques conseils à retenir si on n'a pas trop débordé dans le temps pour laisser la place aux questions. Alors qu'est-ce que c'est un business plan? C'est un document vraiment synthétique et qui doit se vouloir concis. Un pavé sera pas lu. Un pavé ne démontre pas que vous ayez un esprit de synthèse. En gros, il faut donner envie de lire le document et pas rebuter le lecteur. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans le business plan? C'est deux parties, une partie rédactionnelle qui va raconter l'histoire du projet et de l'entreprise, et une partie financière avec les données chiffrées. Les annexes qui ne sont pas à négliger, c'est un petit peu qui ne sont pas un fourre-tout non plus, c'est la variable d'adaptation. On va pouvoir mettre, cibler plus, soit des aspects technologiques ou marché selon le destinataire du business plan. Alors j'avais une question pour Jacques. Sur quoi se jette-t-il quand il reçoit un business plan? Plutôt l'histoire de l'entreprise ou les données financières? Alors, je vais faire une réponse de Normand. En fait, c'est les deux. En fait. Alors, les données chiffrées, on va énormément les regarder parce qu'en fait, nous, notre idée, c'est de toujours regarder quand même quelle est la réalité économique du projet qu'on a en face de nous. Après, la partie rédactionnelle est assez importante parce que souvent, dans les entreprises innovantes, il faut qu'on se mette au niveau du chef d'entreprise qui va créer son entreprise avec des fois avec certains codes qu'on ne connaît pas. Donc, en fait, il faut que ce business plan soit le plus lisible possible et le plus compréhensible possible. Il faut bien comprendre une chose, dans un dossier de financement, souvent, on a une personne qui va monter le dossier et après, au-delà de ça, j'ai un comité de crédit qui va décider du dossier. Donc, si le business plan est totalement lisible et totalement compréhensible, la personne pourra raconter l'histoire d'une manière adéquate. Par contre, s'il ne comprend pas lui-même cette histoire-là, ça va être difficile à lui expliquer au comité de crédit comment cette histoire va s'écrire. Donc, c'est tout ça en fait qui est assez important. Après, il faut éviter des business plans de 50 pages, de 100 pages, parce que malheureusement, on ne les lira pas. Mais par contre, 10-20 pages, c'est vraiment le bon volume, quoi. Peut-être Romain, Jacques, on entend parler là du business plan pour l'entreprise innovante. Nous-mêmes, on accompagne aussi des entreprises traditionnelles. Est-ce que cette méthode-là s'applique à ces entreprises traditionnelles? Alors, sur l'entreprise traditionnelle, on a quand même plus l'habitude, nous, en tant que banquier, de les voir. Si toi, je vais financer une entreprise du bâtiment, je connais tous les codes des soldes intermédiaires de gestion. Donc, en fait, ça me pose moins de problèmes. Là, je pense que sur une entreprise innovante, il faut aller plus loin. Mais aussi sur une entreprise traditionnelle, il faut quand même raconter l'histoire. Il faut raconter pourquoi on veut créer cette entreprise, pourquoi on veut la faire, quels sont nos atouts, quels sont nos points forts. C'est ça qu'il faut raconter aussi là-dedans. Donc je disais juste avant que ça pouvait être un document de 10-20 pages rédigé, un document Word en gros. Il y a aussi d'autres manières de présenter un peu plus fun aujourd'hui les business plans sous la forme de pitch deck. Donc là, vous avez un exemple de la société Sportium qui est accompagnée par le BIC, où on va donner toutes les informations qui sont censées être présentes dans le business plan, mais sous forme beaucoup plus visuelle, avec quelques slides plus rédactionnels. plus rédactionnels. Et Thibaut, toi, personnellement, tu as choisi quel
quel format les business plans? Nous, justement, en fait, on a un peu mixé les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on rencontre des investisseurs ou pour présenter rapidement la société, effectivement, nous, ce format de pitch deck, PowerPoint, enfin, peu importe comment on l'appelle, mais plus graphique, est quand même beaucoup plus lisible et on va beaucoup plus rapidement aux informations essentielles. Mais on a mixé ça avec en fait un document Word de questions-réponses qui permettent aux banquiers, à l'investisseur, etc., d'avoir déjà beaucoup plus d'informations détaillées et de répondre à ces premières questions. Donc, on avance déjà dans les discussions. Alors, quelques idées reçues sur le business plan. En fait, qu'est-ce que ce que n'est pas un business plan, pardon. C'est pas uniquement des données financières. Hein. Les données financières seules n'ont pas vraiment de sens si on n'a pas l'histoire avec. On entend souvent aussi, je vais demander à mon comptable de le faire. Ça, c'est pas la bonne solution. Alors, il maîtrise tout à fait les données chiffrées, mais s'il n'a pas votre histoire et votre ambition à traduire, il ne pourra pas le faire. Au-delà de ça, un business plan, ça doit vivre en permanence, c'est jamais figé. Et si vous devez à chaque fois passer par votre cabinet comptable pour faire modifier quelques chiffres, vous n'aurez pas la réactivité requise. On entend aussi souvent dire qu'on peut faire dire n'importe quoi à un business plan, et encore une fois, bon, c'est vrai, mais si on regarde uniquement la partie financière et qu'on ne la corrèle pas à une réalité terrain. Alors, le business plan, c'est le moment pour vous de réfléchir totalement à votre idée, d'avoir un esprit critique sur votre projet, vous et vos associés. Hein, si vous faites ça à plusieurs, c'est d'autant mieux, parce qu'une idée seule ne suffit pas à faire une entreprise. Faut trouver un problème qui est rencontré par un certain type de clients et qui sont prêts à payer pour votre solution. Donc, c'est le moment d'étudier à travers le business plan la rentabilité potentielle de votre projet. C'est aussi le moment de voir s'il n'y a pas des verrous technologiques, des verrous légaux à surmonter et démontrer que vous êtes capable de les surpasser. Et enfin, c'est une présentation de la société, c'est pas un rapport annuel en ce sens où ça doit être un document qui est facile à lire. Dans Business Plan, il y a plan, donc il faut que ce soit une suite logique, de telle sorte qu'à partir des hypothèses que vous prenez, on arrive avec vous à la conclusion que vous voulez bien donner. Le business plan, donc une réflexion demande une réflexion personnelle importante, et donc en premier lieu, il est pour vous. Vous et vos associés, pour mettre à plat toutes les idées que vous avez autour de votre entreprise. Après, c'est aussi un outil évidemment pour communiquer avec autrui. Et là, on peut adapter le business plan selon le destinataire. Si c'est un partenariat technologique, on va insister sur les parties scientifiques du business plan. En revanche, si c'est pour trouver du financement, il va falloir insister sur le marché, sur les perspectives de développement commercial de l'entreprise. Et ce n'est pas des moindres. On a dit tout à l'heure que le business plan, c'est quelque chose de très évolutif. C'est un outil de pilotage pour l'entrepreneur, mais je crois pas que pour l'entrepreneur, Jacques. C'est un outil de pilotage pour tous les acteurs qui vont aider cette entreprise-là, et surtout le banquier. Parce que nous, c'est une chose qu'on va y revenir après, une fois que l'entreprise est créée. Des fois, dans le rendez-vous à 6 mois, à 1 an, on va revenir sur ce business plan et on va regarder en fait les outils de pilotage. Est-ce qu'on respecte bien le plan de marche? C'est ça qui est important. C'est surtout cette vision qu'on va avoir a posteriori de ce qu'on a fait, du projet qu'on a lancé. D'où l'importance d'être toujours cohérent. En gros, qu'est-ce que ça va contenir? Il y aura une présentation générale du projet, c'est la partie un peu teasing de votre business plan. Il y aura son environnement, mais vraiment au sens très très large, hein, le marché, les clients, le business model, la stratégie commerciale, des points qu'on va voir ensuite un peu plus en détail. La stratégie de développement de l'entreprise, c'est-à-dire un peu la vision du dirigeant qui doit se traduire dans un plan d'action, et la résultante de tout ça doit être traduit en données financières. Pour aider éventuellement à rédiger les différents paragraphes d'un business plan, on peut avoir une approche en réfléchissant passé, présent, futur. Alors je m'explique, en gros,
pour convaincre quelqu'un que votre vision et les ambitions que vous avez sont fondées, c'est toujours bien de rappeler sur quelle base vous les faites. Alors, typiquement, pour les ressources humaines, par exemple, cette démarche-là, passé, présent, futur, ça pourrait être que comment les associés se sont rencontrés, quel est l'état actuel du management et des salariés, et quel est le plan de ressources humaines à venir. Et donc ça va un petit peu pour... C'est applicable pour toutes les thématiques qu'on doit aborder dans un business plan. Pour vous aider, il y a beaucoup de ressources en ligne, notamment le Montpellier Business Plan qui sert à faire les prévisionnels financiers, mais qui peut être aussi un guide pour la partie rédactionnelle. Donc si je rentre un peu dans le détail des différentes parties, la présentation générale du projet, c'est vraiment là le teasing où on va présenter le problème qu'on a identifié et la solution qu'on va apporter. Plus le problème est complexe, là je parle vraiment d'entreprise innovante, plus le problème est complexe, plus la solution apportée est technologique et plus vous aurez une barrière forte à l'entrée. Et ensuite, un point très très important, lorsqu'on va faire la présentation générale du projet, c'est pourquoi vous. Alors, nous on a tendance à préférer qu'il y ait des équipes de création plutôt que des créateurs solo, mais c'est pas toujours le cas. Mais en revanche, que ce soit, si c'est une équipe, en tout cas, on veut toujours qu'il y ait un leadership qui se dégage. Alors, Thibaut, toi, tu es un peu l'exception qui confirme la règle. Ouais, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis ce qu'on appelle solo founder, donc seul fondateur de la société. Mais justement, je pense que ce qui a été positif dans mon cas quand j'ai rencontré le BIC, c'est de montrer qu'il y avait déjà une équipe en place, qu'on s'était entouré par des mentors qui apportaient leur expérience, des conseils, etc. Donc c'est de montrer, oui, ok, j'ai peut-être fondé seul, mais en fait, j'avance pas tout seul. Il y a des gens avec moi, on sait où on va, et ce que tu disais, le constat, le problème, la solution, bon ben ça, on les connaissait, on savait le justifier, et on savait où on allait. Donc je pense que c'est ce qui nous a permis d'être incubés au BIC. C'est vrai que l'équipe élargie est aussi importante que l'équipe de création. Et Jacques, on se dit que le banquier, dans sa relation avec l'entreprise, va voir essentiellement le dirigeant. Est-ce que l'aspect équipe a autant d'importance côté banquier? L'aspect équipe est fondamental. Parce qu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure que les années passent, que c'est en fait le plus important dans le capital d'une entreprise, c'est le capital humain. C'est vraiment la chose la plus importante. Après, en tant que banquier, il faut toujours qu'on trouve qui est le leader. Ça, c'est vraiment une notion qui est quand même assez forte. Alors, ça peut être 3 associés, mais il faut qu'on arrive à voir qui est le leader, parce qu'à un moment donné, il va y avoir des actes de gestion à faire. Et lorsqu'il y a ces actes de gestion à faire, c'est compliqué des fois lorsqu'on n'arrive pas à découvrir un leader. Hein. Ça peut poser un problème à un moment donné. Donc, il faut que quand même, au moment où on va sortir de cette société-là, il faut que les règles soient vraiment définies. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, vous créez votre société, cette société est créée, elle a démarré, il faut acheter un véhicule. Qui a le pouvoir de l'acheter, ce véhicule? Est-ce que c'est les 3 associés en même temps qui doivent signer cet acte d'achat, ou est-ce que j'ai une seule personne qui peut acheter cet achat-là? Et souvent, lorsqu'on a eu des sociétés qui avaient des super projets, mais on a eu beaucoup de sociétés quand même qui se sont cassées à cause d'un mauvais projet d'actionnaire. C'est des fois, à un moment donné, les actionnaires ne sont plus attendus. Et là, lorsqu'il y a ce qu'on crée énormément de moins banquiers, c'est les financements 50-50. C'est-à-dire que lorsque je crée une société, je suis à 50-50 et je peux bloquer la société à ce niveau-là. Donc nous, on préfère largement un 49-51 qu'un 50-50. Après, c'est pas gênant d'avoir 3 associés. S'il y a 3 associés, c'est un peu plus facile parce que souvent on en a 2 et 1. Voilà. Mais des fois, ça peut un bon pack d'actionnaires au départ, c'est quand même bien mieux que tout soit vraiment défini et tout soit mis sur la table d'entrée. Alors sur le 50-50, on vous rejoint complètement. Okay. Donc, sur l'environnement du projet, alors, le petit sommaire que j'ai présenté, c'est pas un sommaire qu'on doit retrouver dans le business plan. Hein. Vos parties seront complètement différentes. C'est plus pour la présentation ici. Et donc, dans l'environnement du projet, la première chose qu'on va regarder, sur laquelle on doit s'attarder, c'est le marché. Et pour le caractériser, il va falloir faire des études de marché. Alors, je pense que vous avez par ailleurs eu des conférences et des ateliers là-dessus. Je ne sais pas si c'est avant ou si ça va venir après. Mais en gros, les études de marché, on conseille, nous, que vous les fassiez seuls au maximum. Alors, les études de marché documentaires pour essayer de récolter
des données chiffrées sur le marché. Il y a énormément de ressources sur Internet pour le faire. Et l'étude de marché plus qualitative, où là, interroger tous les acteurs de votre chaîne de valeur, les clients, mais aussi les distributeurs, les fournisseurs, les prescripteurs éventuels. C'est mieux que vous participiez aux interviews plutôt que de sous-traiter à un cabinet de conseil. Et ensuite, il faut vous intéresser à la concurrence. Alors, pas que la concurrence directe, mais également la concurrence indirecte. Vous arrivez peut-être avec une solution de rupture. Alors, je sais pas si je parle un peu entreprise innovante ici, mais avec une solution de rupture pour résoudre un problème en 2 clics. Mais peut-être que ce problème-là, les gens ont l'habitude de le résoudre par une solution de contournement, et que pour cette solution de contournement, ils font peut-être appel à un certain nombre de fournisseurs avec lesquels ils sont engagés, etc. Donc, la concurrence indirecte, c'est important aussi, parce que ça va influencer sur votre pénétration du marché. Alors, en termes de concurrence, Thibaut, ça c'est un petit peu particulier, parce qu'on te remet souvent une entreprise en face de ton projet. Tout à fait. Moi, on parle souvent aussi d'une entreprise montpelliéraine qui fait du e-commerce sportif, pour ne pas la citer, Private Sport Shop. Mais je pense qu'on a su montrer réellement notre différence, expliquer point par point ce qu'on faisait, ce que eux faisaient, que même potentiellement demain, il n'y avait pas de choses qui pouvaient nous empêcher à travailler avec eux. Et c'est là où on a réussi à rassurer les gens qu'on avait face à nous, que ce soit des banquiers, des investisseurs, des incubateurs, enfin toutes les personnes. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est dans le discours, il faut quand même regarder ce qui existe, comment il fonctionne et comment nous, on va créer réellement notre différence et la justifier. Et dans ce cadre-là, il y a une notion qui est assez importante, quand aussi on se situe par rapport à sa concurrence, c'est la notion d'utilisateur par rapport aux acheteurs, aux décideurs éventuellement. Et en gros, bon, votre client, c'est celui qui va payer, mais il est important d'avoir en tête l'ensemble des acteurs. Et là encore, Thibaut, en ce qui te concerne, tu vas travailler les deux ou l'un pour te faire payer par l'autre. Ouais, tout à fait. Alors nous, c'est un peu particulier vu qu'on a d'un côté des vendeurs qui sont des magasins et de l'autre côté des acheteurs qui sont monsieur et madame tout le monde. Donc là, il a fallu bien faire comprendre au début que nous, ce qu'on fait, c'est du B2B2C, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des professionnels qui, eux, vont payer des abonnements, etc., mais qu'à la fin, le produit est acheté par des gens qu'on ne connaît pas. Et par contre, cet argent, c'est celui-ci que nous, on va encaisser et derrière qu'on va reverser aux partenaires. Donc en fait, il y a aussi ce transfert d'argent qu'on devait bien expliquer, qui ne passe pas par nous parce que nous, on n'a pas le droit de l'encaisser, ça passe par des systèmes de paiement autorisés où l'argent est bloqué, ce qu'on appelle cantonné. Donc là, il y a eu aussi un gros travail sur ça, en expliquant les différentes typologies de clients, le flux financier, etc., pour être clair et qu'il n'y ait pas de surprise par la suite. Et c'est aussi ce qui fait le différenciant avec les fameux concurrents. Quand on va travailler donc les clients, la partie qui est consacrée aux clients, on va devoir aussi segmenter sa cible, une segmentation assez naturelle dans le B2B. C'est déjà de voir si on adresse plutôt les TPE, PME, les ETI ou les grands comptes. Et c'est important de faire cette différence parce que ce sont des façons des cibles à adresser qui ont des conséquences sur le plan de financement qui sont relativement importantes. Et parfois, on a des solutions qui peuvent offrir, qui peuvent potentiellement être vendues à l'ensemble des cibles. Donc, il y a des choix stratégiques à faire pour traiter avec un grand compte. Et ben, entre le premier contact et la signature, il va peut-être se passer 18 mois. Donc, 18 mois, il faut que tout le monde vive dans l'entreprise. Et en revanche, si on travaille avec des TPE, PME, les cycles de décision seront beaucoup plus courts. Et Jacques, est-ce que vous pouvez financer ou pas financer, par exemple, une entreprise juste parce qu'elle choisit une cible plutôt qu'une autre? Alors, en fait, c'est le fameux besoin en fonds de roulement en fait, qu'on regarde en permanence. Le nerf de guerre d'une société, c'est sa trésorerie. Au fond, à la fin, c'est ça qui compte. La trésorerie, soit on l'a, c'est le meilleur des cas, donc on n'a même pas besoin du banquier, soit on l'a pas. Et donc là, cette trésorerie, il va falloir essayer de trouver le financement de cette trésorerie-là. Lorsque je suis sur plutôt des cycles courts, les cycles courts, ça va se financer plutôt avec du court terme, et là, c'est fait pour ça. Si je suis plutôt sur des cycles longs, il va falloir que j'aille chercher des prêts en BFR. Et c'est là où il va falloir être quand même assez explicite dans l'explication. C'est-à-dire qu'un prêt BFR, il peut aller au maximum sur 5 ans, et sur 5 ans, il va falloir que je trouve mon moyen
de rentrer l'argent de mon poste client. Mais ce qui est très important dans une société, c'est de maîtriser ce poste client et d'aller expliquer à son banquier, voilà, je vous explique, je suis en train de rentrer ces clients-là ça va être payé à 18 mois, à 24 mois, ces projets-là, ils sont sur ce terme-là. Et nous, en tant que banquier, on va adapter nos plans de financement. Si, mettons, j'adapte un plan de financement sur un financement court terme pour quelque chose qui va rentrer dans 18 ou 24 mois, mon financement est inadapté. Parce que je vais avoir une rupture et au bout d'un moment, je vais dire, mais il n'y a rien qui est rentré, l'entreprise ne tourne pas. Par contre, si un plan de financement, si je vois que j'ai quelque chose qui est plutôt à 24 mois et que je vais plutôt le rentrer sur du BFR, je vais mettre un prêt à la limite de 3 ans. Et là, par contre, le plan de financement sera en adéquation. Si on peut repasser après. Donc là, le point suivant après les clients, c'est de voir un peu le business model qu'on met en place pour vendre son produit. En gros, on peut avoir de la vente one shot, on achète un produit, on a un prix de vente et entre les deux, on fait une marge. On peut vendre ce même produit en additionnant du service autour, de la formation, de la maintenance. Ou ce qui est souvent recherché aujourd'hui, c'est des formes de business model récurrents sous la forme d'abonnement. On peut penser que c'est un peu le Graal parce que finalement, on a une vision assez claire des sources de revenus à venir. En revanche, en termes de plan de financement, c'est un petit peu plus lourd aussi parce que le temps d'atteindre un revenu mensuel qui assurera la rentabilité de l'entreprise, on va passer par des phases où on risque de perdre pas mal de trésor. Donc, comme on a vu pour la segmentation client, le business model qu'on va appliquer à ces produits a aussi une importance importante sur le plan de financement au final. Une fois qu'on a son marché, son business model, ses clients, on va travailler la stratégie de commercialisation, comment conquérir ses clients, comment les trouver déjà, ensuite comment les faire signer. Est-ce qu'on va mettre en place une force commerciale en interne dans l'entreprise? Est-ce qu'on va externaliser une partie de la force de vente? Est-ce qu'on va passer par un réseau de distribution? Donc, toutes ces questions-là, c'est des questions à se poser dans la stratégie de commercialisation. De même que pour la commercialisation, est-ce qu'on est sur une communication un peu classique ou est-ce qu'on va être sur du 100% digital? Alors souvent, quand on est en service web, on est sur du 100% digital. Est-ce que c'est ton cas de 100% digital ou est-ce que tu as encore trouvé des leviers plus classiques? Non, travaillant avec les magasins physiques, on a quand même aussi ce relationnel qui existe. Après, je ne le cache pas, les principaux moyens de communication sont le digital aujourd'hui, parce que très vite, on peut toucher la clientèle cible et derrière les enrôler et soit donc par un coup de fil, un email, etc., relancer et finaliser, on va dire, la partie commerciale. Mais le physique existe toujours et je pense que si on s'adapte à des entreprises plus classiques, des restaurants, etc., même le digital aujourd'hui prend de plus en plus d'importance avec des Google My Business, même du Facebook en ultra local qu'on peut faire. Donc je pense que tout type aujourd'hui d'entreprise doit être conscient que le digital, c'est pas la clé, mais une grosse clé en tout cas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait un minimum de digital a priori. Donc de tout ce qu'on a vu avant, voilà, c'est un petit peu l'état des lieux du marché dans lequel on se situe, l'entreprise, qu'est-ce qu'on veut en faire, quel client on a, comment on veut le vendre, etc. Et après, une autre partie, ça va être d'imaginer le futur et de présenter dans le business plan la vision que vous avez pour votre entreprise dans le temps. Où est-ce que vous voulez aller, à quelle vitesse vous voulez y aller. Alors ça aussi, ça implique des différences importantes. Alors est-ce que vous voulez être d'abord le leader local avec votre produit sur votre marché, ou est-ce que vous voulez plutôt prendre beaucoup de petites parts de marché partout dans le monde? Évidemment, ça c'est des stratégies qui sont très différentes en termes de plan de financement. Après, il n'y a pas de bonne et de mauvaise stratégie. C'est là qu'il faut que ce soit en adéquation aussi avec votre ambition personnelle. Et vous pouvez aussi imaginer des stratégies un petit peu différentes. Par exemple, si vous voulez aller très vite, il est probable que vous ayez peut-être besoin d'une levée de fonds ou de plus d'argent extérieur en tout cas, mais vous ayez aussi besoin d'avoir une version de votre business plan qui est plus basée sur une croissance organique. Là encore, je rapproche de toi, Thibaut, je pense que c'est quelque chose que tu connais. Ouais, nous en plus, tu vois, tu parlais de levée de fonds, c'est notre cas actuellement, on est en plein dans ça.
Donc effectivement, la stratégie de développement, on en a parlé tout à l'heure, je pense qu'il faut retenir, c'est la cohérence. C'est-à-dire que si demain, voilà, il y a une stratégie locale, ça sera peut-être pas les mêmes investissements que si on dit, moi, je veux de suite aller à l'international ou dans un an, je veux aller à l'international parce que qu'est-ce que ça va inclure? Des coûts de communication, du staff, des process, etc. Et vous ne pouvez pas dire, bah, nous, on va aller à l'international, mais on ne va pas recruter, on ne va pas augmenter les budgets. Par contre, en chiffre d'affaires, on va exploser. Je pense que dans le discours, alors soit votre business, c'est la pépite que tout le monde veut, soit voilà, du côté banquier, ça va tilter, il va falloir être fort pour l'expliquer. J'en profite pour dire, le speech qu'on fait devant le banquier, il est hyper important. C'est là que vous vous vendez en tant que chef d'entreprise. Et surtout, nous, notre image, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il va faire devant le client? Si, mettons, on a quelqu'un qui est complètement introverti, complètement timide, ça peut poser un problème dans le financement. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un pitch devant des investisseurs, ou devant des clients, il faut vraiment le travailler, ce speech-là, parce que c'est vraiment un point clé, quand même, surtout sur les entreprises innovantes, parce que souvent, on se dit, oula, ça va être compliqué. Si, mettons, on a quelqu'un qui est carrément décalé de ce qu'on attendait, là, par contre, on peut avoir ce souci-là. J'imagine que c'est valable aussi pour l'entreprise plus traditionnelle. Et aussi pour l'entreprise traditionnelle. Il faut jamais oublier qu'on a face à nous des financeurs, mais au-delà de ça, il y a des clients en face aussi. Et face à des clients, il faut quand même savoir vendre ce qu'on a à proposer. Bon, à part qu'on ait une idée de génie et que là, on devient totalement incontournable. Bon, après 25 ans d'ancienneté, moi, sur le marché des entreprises, je ne l'ai pas quand même vu, j'en ai vu que très rarement. Donc, en fait, c'est plutôt la volonté du chef d'entreprise qui a d'aller se vendre aussi bien devant ses banquiers qu'aussi bien devant ses clients. C'est ça le plus important aussi, au fond du fond, au-delà de tous les chiffres. Voilà, donc c'est pas rare d'avoir plusieurs business plans sous le coude, un business plan un peu hypothèse basse et un business plan hypothèse haute, c'est assez commun. De la vision du futur qu'on a, il faut dérouler un plan d'action le plus précis possible, vraiment de qui fait quoi quand. Alors évidemment, plus on est sur du court terme, plus le plan d'action doit être précis. Quand on arrive sur du long terme, évidemment, c'est plus des idées d'orientation. Et j'insiste sur le fait, sur le court terme, c'est vraiment très, très important parce que ça va démontrer aussi votre capacité d'exécution de ce que vous avez planifié. Si vous allez voir un financeur entre le premier contact, alors peut-être pour le banquier c'est un peu plus rapide, mais entre le premier contact et finalement le moment où il va vous financer, où vous allez poursuivre la négociation, il peut se passer du temps. Et dans ce temps-là, c'est le temps où ce financier-là pourra regarder si le plan d'exécution, enfin si vous êtes capable d'exécuter votre plan d'action court terme. Donc c'est aussi un moyen de juger de vos capacités. Donc c'est important d'être très réaliste dans son plan d'action, notamment à court terme. Je pense que c'est des... Je suis d'accord avec toi. Tu as tout dit. Merci. Donc de tout ce qu'on a vu, précédemment, là, évidemment, il va falloir dérouler des documents financiers. C'est la traduction vraiment chiffrée de toute l'histoire et du business plan. On est sur du prévisionnel financier et pas de la comptabilité. Donc je reviens sur l'histoire du comptable. Donc c'est vraiment accessible normalement, c'est vraiment accessible à tout le monde. Aujourd'hui, il y a vraiment des logiciels. Il y a plein de logiciels gratuits qui existent, plus ou moins didactiques, pour réaliser vos business plans. Donc Montpellier Business Plan en est un, c'est gratuit et c'est en ligne, mais c'est pas le seul. Ensuite, sur les documents financiers, il va falloir vraiment faire très, très attention à la cohérence de ce que vous indiquez. La cohérence, par exemple, c'est de ne pas passer de 2 à 20 salariés en un mois. C'est pas faisable. Donc peut-être que ça vous va bien pour montrer que vous allez grandir en termes de vente, mais il faut faire attention à ça, d'être toujours raccord à la réalité. Dans les documents financiers, quelques indispensables, les revenus, c'est votre chiffre d'affaires, vos ventes, vos charges évidemment, et puis des deux précédents, on tient un compte de résultats prévisionnel. Alors, peut-être moins vrai sur de l'entreprise traditionnelle, Jacques, tu vas me le dire, mais c'est pas rare en tout cas que dans les entreprises innovantes, on ait des résultats négatifs sur 1 an, 2 ans, avant de trouver son équilibre.
à la limite, ça c'est pas grave tant que vous avez les moyens financiers de passer ce cap. C'est là où on a la grande différence entre l'entreprise traditionnelle et l'entreprise innovante. Sur l'entreprise traditionnelle, il faut que d'entrée, on arrive à voir quand est-ce qu'on a la rentabilité. En fait, il y a une notion qui est assez importante dans ce que tu viens de présenter, Romain. C'est le seuil de rentabilité. En fait. C'est à quel moment l'entreprise devient rentable. Sur une entreprise traditionnelle, elle doit y être assez rapidement. Hein. C'est-à-dire que le seuil de rentabilité, c'est le jour où mes produits sont supérieurs à mes charges, et c'est ce jour-là où l'entreprise, je dis, on va dire si on est sur une année lycée, au 30 septembre, l'entreprise devient, à partir du 30 septembre, je commence à gagner de l'argent sur mon entreprise. Ça, c'est l'entreprise traditionnelle. Sur l'entreprise innovante, c'est un peu différent, parce que l'entreprise innovante, c'est un pari qu'on fait en fait à un moment donné. Mais il faut que j'arrive à trouver à quand mon entreprise innovante va commencer à gagner de l'argent. Ça peut être à l'année 1, l'année 2, l'année 3, mais il faut quand même à un moment donné, on se dise, bon, cette entreprise, elle a un vrai projet économique. On fait rarement des entreprises innovantes pour dire, ah, mais attends, dans 5 ans, ils vont revendre le truc, et le truc, ça n'a jamais gagné de l'argent, mais ça va en gagner peut-être dans 5, 6 ans, 7 ans. Ça c'est bien dans les grands projets au niveau parisien, mais chez nous, en version locale, ça on le voit très rarement. On peut peut-être le voir dans le médical, ça peut être une chose qui peut être vue dans le médical. Après, dans les entreprises innovantes qui ont quand même un grand lien avec l'économie réelle, là par contre c'est un peu délicat. Donc c'est cette notion de seuil de rentabilité qui est assez importante. Et après, il y a le dernier tableau que tu as présenté. Tu vas présenter ce tableau de trésorerie. Celui-là, il est hyper important. C'est votre feuille de route, ça. C'est réellement la feuille de route de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et où est-ce que j'en suis. Et c'est ça qu'il faut suivre. Effectivement, dans les indispensables, il y a le plan de trésorerie, mais qui doit être tout le temps équilibré. Quand on démarre une entreprise, évidemment, la relation de confiance avec le banquier, faut qu'elle se crée dans la durée. Donc, c'est peut-être pas au tout début que vous aurez une autorisation de découvert. Il faut la négocier d'entrée, en tout cas. Il faut toujours négocier d'entrée tout ce qu'on a besoin. Après, il est certain que si vous commencez une entreprise avec 2 ETP et que vous arrivez, vous dites, bon, oui, j'ai besoin de 150 000 de lignes de trésorerie, il va falloir m'expliquer quand même. Ça peut être un peu délicat. Donc, il vaut mieux avoir un plan de trésorerie équilibré le plus longtemps possible. Après, il y a des aléas qui font que vous aurez peut-être besoin de négocier un découvert, mais il vaut mieux qu'au moins, quand vous êtes sur le prévisionnel, avoir un plan de trésorerie positif sur la durée du prévisionnel. Et l'autre élément qui doit être équilibré également, c'est le plan de financement, c'est-à-dire qu'il faut que vos ressources soient supérieures à vos besoins sur le cumul des années sur lesquelles porte le business plan. Sur l'estimation des ventes, alors là, faut être assez prudent. Et donc, prudence et crédibilité, c'est vraiment important. Faut être cohérent avec tout ce que vous avez mis en place auparavant, le business model, votre stratégie de commercialisation. Et puis, il faut être en phase avec la réalité. Si un commercial doit avoir 10 prospects pour signer un client et que ça lui prend une demi-journée de voir un prospect, il ne va pas signer 100 clients par semaine. Donc, faut vraiment être très crédible là-dessus. Ensuite, dans les business plans, nous, au BIC, en tout cas, on conseille de faire du business plan mensuel sur au moins 3 ans. Donc, simuler vos ventes mois par mois, ça paraît assez indispensable, notamment si vous avez besoin de démontrer une certaine saisonnalité de votre activité. L'estimation des charges, alors il y a un intérêt à l'utilisation des logiciels dont je vous parlais tout à l'heure, de faire des prévisionnels financiers, c'est qu'ils vous ont déjà prélisté toute une série de frais généraux notamment, et que du coup, vous risquez vous enlevez un risque de passer à travers certains frais que vous auriez oubliés, sachant que dans les frais généraux, par exemple, ce qui est souvent sous-estimé sont les frais de déplacement et les frais juridiques. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement quand on démarre son projet de création d'entreprise. Là, il y avait des tableaux, exemples un petit peu de ce qui ressort du Montpellier Business Plan en termes de résultats. Et c'est une entreprise qui trouve sa rentabilité après 3 ans, donc vraiment une entreprise innovante un peu caractéristique. Sur le plan de financement, donc, il faut que les ressources soient supérieures aux besoins ou au moins
au moins égale. Dans les besoins, on va avoir le besoin en fonds de roulement, c'est toute la trésorerie nécessaire en gros à faire marcher votre entreprise. C'est l'argent nécessaire dans les besoins, aux différents investissements que vous faites et au remboursement des emprunts que vous aurez pu contracter. Dans les ressources, vous aurez tout ce qui caractérise les fonds propres, le capital, les comptes courants d'associés, qui vous permettront éventuellement, notamment sur les sociétés innovantes, de faire effet de levier sur des aides publiques. Vous aurez les emprunts que vous pourrez contracter auprès de la banque. Et puis, bien sûr, le mieux, c'est que le maximum des ressources arrivent de votre autofinancement, c'est-à-dire en gros de la marge que vous allez générer, de la marge nette que vous allez générer sur votre activité. Voilà, donc je vais passer parce qu'en plus c'est pas très visible sur un exemple de plan de financement. Et donc on y revient. Donc la trésor, c'est vraiment le point clé du nerf de guerre. Voilà, le nerf de la guerre. Bon, je finis en 2 minutes. La résultante de tout business plan et de toute la réflexion qu'on peut faire au niveau du business plan, bah, c'est de rédiger à la fin une sorte de résumé de ce business plan qu'on appelle l'executive summary. Et en gros, c'est un document qui va reprendre encore tous les points clés, les points principaux, les principaux atouts de l'entreprise, qui va faire 1 ou 2 pages et qui va voyager en général en amont de votre business plan, qui est la première phase de séduction, par exemple, d'un investisseur qui après aura envie de lire votre business plan et a envie de vous rencontrer. Et sur quelques conseils à retenir, mettez l'équipe en valeur. Ça, c'est vrai que peut-être on n'insiste pas dans cette présentation assez à l'équipe, mais c'est vraiment un point extrêmement important. Et enfin, vu que ça doit être un document synthétique, appliquer la règle du so what à chaque fois que j'écris quelque chose, est-ce que ça apporte vraiment une information essentielle pour le lecteur? Et enfin, la dernière chose, c'est qu'un business plan, on dit qu'un business plan est caduc dès qu'il sort de l'imprimante, donc mettez-le très souvent à jour. Le monde tourne autour de votre entreprise, donc c'est important de toujours revenir dessus. J'en ai fini. Passer aux questions. Ouais, merci pour cette présentation. Un petit mot un petit peu pour résumer, si vous permettez. On a insisté sur l'importance de réaliser le business plan, sur ce que ça amène sur le projet. Hein. Surtout, ne restez pas seul dans ces démarches. Il y a des gens pour vous accompagner. Pour les entreprises innovantes, il y a le BIC. Nous autres, chambres de commerce, on accompagne les gens. On a notre propre outil qui est CC Business Builder. Consultez-le, il est visible sur Internet. Et surtout, faites-vous accompagner pour avoir un œil critique sur vos démarches et avancer vers un ensemble cohérent. Peut-être un mot pour conclure, chacun d'entre vous. Ça c'est exactement ça. Il faut pas le faire, mais en revanche, faut se faire accompagner. Pour conclure, en fait, beaucoup de choses ont été dites dans la présentation. Après, ce business plan, ça sera la personne qui porte le projet. Et réellement, ça doit lui ressembler. Par contre, un seul conseil, ne pas faire de business plan idéaliste. En fait. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient atteignables, vérifiables, et pas de faire quelque chose pour faire plaisir aux banquiers, pour faire plaisir aux investisseurs, parce que très rapidement, on se retrouve en défaut. Le business plan, c'est le phare on a un bateau dans une tempête et c'est le phare, vraiment. Et ça permet quand même de toujours se repérer. Moi, pour conclure, je pense qu'il y a un mot qui est revenu plusieurs fois, c'est la cohérence. C'est-à-dire que quand vous faites un business plan, vous allez voir des banquiers, des incubateurs, il faut que vous puissiez l'expliquer, que vous soyez à l'aise avec, parce que si vous n'êtes pas à l'aise, si vous l'avez fait faire par votre comptable, il y a des chiffres que vous ne comprenez pas, vous ne pourrez jamais défendre votre entreprise. Et comme vous disiez tout à l'heure, on regarde à un moment aussi la personne qu'on a face à nous, qui vient nous parler du problème, de la solution, de ce qu'il a fait. Et si très vite, en fait, on se rend compte très vite si ça tient la route, s'il connaît son projet, son métier ou pas. Et si vous n'êtes pas allé sur votre business plan, ça ira pas plus loin.